Ils pensaient que c'était un château. C'était un abattoir déguisé dans la pierre. Dans l'ombre des montagnes des Carpates, où la brume s'accroche aux pierres anciennes et les cris oubliés résonnent encore dans des salles creux, il y a une forteresse qui cachait autrefois l'un des secrets les plus sombres de l'histoire. Pendant plus de 30 ans, les jeunes paysannes sont entrées par ces portes, le travail promis, la sécurité, un avenir. La plupart n'ont jamais été revus. Derrière ces murs froids vivait une femme protégée par la richesse, la loi et la peur, une noble femme dont la cruauté redéfinirait le mal. La comtesse Elisabeth Bay de Exped, née dans l'une des familles les plus puissantes de la Hongrie en 1560, a utilisé son titre comme une arme et son domaine comme terrain de chasse. À une époque où les nobles ont régné comme des dieux sur les serres, elle a exploité chaque bouclier juridique pour se livrer à des horreurs qui défient encore la compréhension. Les témoignages qui ont émergé de Castle Chucage sont des cauchemars sculptés dans l'histoire. Des chambres de torture avec des outils de fer, des salles de mort glaciales et les corps mutilés de filles portant des marques de morsures humaines, comme si leur tueur ne les tourmenait pas, elle les nourrissait. Et pendant des décennies, le monde est resté silencieux. Les parents ont osé ne pas demander. Les responsables ont refusé de voir. La loi qui aurait dû protéger les innocentes est devenue son armure. Quel genre de femme transforme le privilège en licence pour tuer? Était-elle vraiment la comtesse sanguine qui s'est baignée de sang vierge pour préserver sa jeunesse? Ou une victime de la cupidité politique et de la propagande? En 1610, après des années de chuchotement, le roi ouvre finalement les portes. Ce que les enquêteurs ont trouvé à l'intérieur secourait le royaume jusqu'à son cœur. Pourtant, même face à des preuves écrasantes, la loi qui a permis à ces crimes de la protéger de la justice. Alors que ses accomplis faisaient face à la torture et à l'exécution, la comtesse elle-même n'a jamais été officiellement essayée, son noble sang s'est révélé plus épais que le sang de ses victimes, et elle a simplement été confinée à son château jusqu'à ce que la mort la réclame 4 ans plus tard. C'est l'histoire de la façon dont la loi féodale a créé un prédateur parfait. Comment la hiérarchie sociale a permis une horreur systématique et comment le nom d'une femme est devenu à jamais lié à l'obscurité. C'est une histoire qui nous oblige à affronter des vérités inconfortables sur le pouvoir, le privilège et le prix payé par ces sociétés jugées consommables. La Hongrie d'Elisabeth Bay était une terre déchirée entre les empires où les Turcs ottomans pressés par le sud et l'influence de Habsbourg empiétaient de l'ouest. Le royaume de Hongrie à la fin du XVIe siècle existait dans un état de guerre perpétuelle, créant une société où la violence a été normalisée et la vie humaine détenait différentes valeurs en fonction de sa naissance. C'est le monde qui a façonné la femme qui deviendrait le sang de sang. La famille Bátry faisait partie des dynasties les plus influentes d'Europe de l'Est. Ils avaient produit des rois, des princes et des héros de guerre qui ont défendu le christianisme contre l'expansion ottomane. L'oncle d'Élisabeth, Stephen Bay, a gouverné le roi de la Pologne et le grand-duc de Lituanie. Sa famille contrôlait de vastes territoires, commandait des armées privées et s'est déplacée dans les cercles où la puissance était absolue et la responsabilité pratiquement inexistante. Née en 1560 au siège de la famille de Naerbo, Élisabeth est entrée dans un monde où son statut élevé n'a jamais été remis en question. Le système féodal qui gouvernait la société hongroise a créé des hiérarchies rigides où les nobles possédaient des droits qui sembleraient tyranniques selon les normes modernes. Ils pourraient administrer la justice sur leurs terres, y compris la peine capitale, sans surveillance des tribunaux royaux. Les serfs étaient une propriété en tout sauf, liée à la terre et soumis aux caprices de leur seigneur. L'enfance d'Élisabeth a coïncidé avec certaines des heures les plus sombres de la Hongrie. La bataille de Mohács en 1526 avait brisé l'indépendance hongroise, divisant le royaume en 3 parties. La région centrale est tombée sous contrôle ottoman. L'Occident est devenu une partie du domaine des Habsbourg et seule la Transylvanie a maintenu une semi-indépendance sous les princes hongrois. Cette fragmentation a affaibli l'autorité centrale et a renforcé les nobles locaux qui sont devenus des lois envers eux-mêmes. La jeune Élisabeth a reçu une éducation exceptionnelle pour les femmes de son époque. Elle parlait couramment hongrois, latin, allemand et grec. Les récits contemporains la décrivent comme intelligente, charismatique et profondément consciente de sa position privilégiée. À 11 ans, elle a été fiancée à Ferenc Nadasdy, sion d'une autre famille puissante dans une alliance politique qui unirait 2 des plus grandes fortunes de la Hongrie. La société Élisabeth habitée était celle des contrastes extrêmes. Alors que les nobles vivaient dans le luxe, discutant de la philosophie et de la mise en service de l'art, les paysans ont enduré des conditions à peine au-dessus de l'esclavage, les guerres turques avaient dévasté la campagne,
créant des vagues d'orphelins et de familles déplacées. Les jeunes paysannes ont souvent cherché un emploi dans des ménages nobles comme leur seule évasion de la famine. Ce désespoir a créé un approvisionnement constant de victimes vulnérables pour ceux qui sont enclins à abuser de leur pouvoir. Les troubles religieux ont ajouté une autre couche de complexité à cette époque violente. La manifestation La Réforme des fourmis avait balayé la Hongrie, divisant les familles et les communautés. La famille d'Élisabeth comprenait des membres catholiques et protestants, reflétant les tensions religieuses qui caractérisent la période. Certains historiens suggèrent que les conflits religieux ont peut-être joué un rôle dans sa chute éventuelle alors que les Habsbourg catholiques cherchaient à affaiblir les nobles hongrois protestants. Le cadre juridique de la Hongrie féodale a créé un environnement où des crimes nobles contre les roturiers ont rarement été infligés à une punition. Le concept de haute justice a donné alors le droit d'exécuter des serfs pour diverses infractions. Bien que techniquement soumis à l'autorité royale, les nobles en pratique fonctionnaient avec une autonomie presque complète sur leur domaine. Ce système conçu pour maintenir l'ordre dans un royaume décentralisé a plutôt permis les abus systématiques de ceux qui sont suffisamment puissants pour l'exploiter. Élisabeth a épousé Ferenc Nadasdy en 1575 à l'âge de 15 ans et il avait 20 ans. Connu comme le chevalier noir de la Hongrie pour sa brutalité contre les forces turques, Ferenc était souvent absente sur les campagnes militaires. Ces absences ont laissé Élisabeth comme la seule autorité sur leur vaste domaine, notamment Kassel-Sárvár et plus tard Kassel-Tchek. Des sources contemporaines suggèrent que Ferenc était conscient des tendances cruelles de sa femme, mais soit approuvé ou se sentait impuissante à intervenir. Le mariage a produit 5 enfants qui ont survécu à l'âge adulte, suggérant qu'Élisabeth pourrait maintenir une façade normale si nécessaire. Les dossiers judiciaires et les correspondants de cette période brossent un tableau d'un gestionnaire de succession compétent qui a élargi la richesse et l'influence de la famille. Elle a administré la justice dans des litiges locaux, géré des affaires financières complexes et navigué dans la politique perfide d'un royaume divisé. Pourtant, sous ce plaquage de respectabilité noble, des schémas troublants émergeaient. Les domestiques des domaines de Nadasdy ont commencé à chuchoter sur le traitement de la comtesse de la jeune femme du personnel. Les filles qui sont entrées dans son service ont souvent disparu, ont expliqué comme des fugues ou des victimes des raids turcs toujours sprans. Les prêtres locaux ont remarqué le nombre inhabituellement élevé de filles enterrées dans des cimetières près des résidences de bail. Ferenc Nadasdy est décédé en 6004, peut-être d'une blessure infectée soutenue au combat. Sa mort a supprimé la dernière tenue du comportement d'Élisabeth. En tant que veuve, elle possédait une autonomie encore plus grande en vertu du droit hongrois. Elle contrôlait l'une des plus grandes fortunes du royaume, commandait la loyauté de centaines de dispositifs de file d'attente et n'a répondu à aucun mari ni gardien masculin. La scène était prête pour une escalade de violence qui choquerait même une société dans la brutalité. Le château de Chaktiché, perché sur une falaise calcaire surplombant les Petits Carpates, est devenu la principale résidence d'Élisabeth après la mort de son mari. Son emplacement éloigné, ses défenses formidables et sa distance de la surveillance royale en ont fait un cadre idéal pour les activités qui nécessitaient un secret. La forteresse faisait partie de la famille Bátry depuis des générations. Ces pierres témoignent de siècles de pouvoir et de privilèges. Les récits contemporains décrivent le chactique du château comme un lieu de terreur parmi les paysans locaux. Les parents ont averti des filles de ne pas accepter des postes là-bas. Même si la pauvreté rendait de tels avertissements difficiles à tenir compte, l'isolement du château signifiait que ce qui s'est passé dans ses murs est resté caché de l'examen extérieur. À une époque avant les communications modernes, une forteresse éloignée pourrait devenir un monde en soi, gouverné uniquement par les désirs de son maître. La structure sociétale qui a permis aux crimes présumés d'Élisabeth reflétait des schémas d'abus plus larges dans toute l'Europe féodale. Le privilège noble a créé des espaces où le droit a cessé de fonctionner, où le pouvoir est devenu sa propre justification. La comtesse Bai n'était pas unique pour exploiter ces systèmes. Elle était simplement l'exemple le plus extrême de ce qui s'est passé lorsque la personnalité sadique rencontra une autorité incontrôlée. Ce contexte historique est crucial pour comprendre comment quelqu'un pourrait prétendument torturer et tuer pendant des décennies sans intervention. Élisabeth Bai ne fonctionnait pas dans le vide mais dans un système qui privilégie le noble privilège sur la vie humaine. Les lois destinées à organiser la société ont plutôt créé des conditions parfaites pour un prédateur qui comprenait exactement jusqu'où sa protection s'est étendue.
Les méthodes attribuées à Coulibaly Bay révèlent un esprit qui a transformé la cruauté en article. Selon les témoignages rassemblés lors de l'enquête de 1610, ces techniques de torture sont passées de simples coups à des rituels de douleur élaborés qui pourraient durer des semaines. Chaque méthode semblait conçue non seulement pour blesser, mais pour explorer les limites de la souffrance humaine tout en maintenant la conscience de la victime aussi longtemps que possible. Le design du château a facilité ces horreurs. Des témoins ont décrit une chambre au rez-de-chaussée équipée d'outils de fer, de cordes et de chaînes. Les murs en pierre, ont-ils dit, ont obligé des tâches qu'aucune quantité de nettoyage ne pouvait enlever. En hiver, les victimes ont été dépouillées nues et douces d'eau, puis forcées à l'extérieur à se congeler à mort dans le château court. Leurs cadavres gelés ont servi d'avertissement à d'autres serviteurs qui pourraient envisager la désobéissance ou l'évasion. L'un des dispositifs de torture les plus fréquemment mentionnés était une cage cylindrique bordée de pointes trop étroites pour que la victime puisse s'asseoir ou s'accroupir. Les filles étaient enfermées à l'intérieur tandis que la cage était hissée au-dessus du sol, leur propre poids corporel poussant les pointes plus profondément à chaque mouvement involontaire. La comtesse aurait regardé ces séances avec l'intérêt détaché d'un philosophe naturel observant une expérience. Les témoignages parlent d'outils de fer chauffé appliqués aux zones sensibles, aux aiguilles entraînées sous les ongles et les chairs déchirées avec des pinces spécialement conçues. Certains contes décrivent un trône à pointe où les victimes ont été forcées de s'asseoir tandis que les charbons chauds étaient placés sous le siège. La variété et la sophistication de ces méthodes suggèrent une personne qui avait réfléchi considérable à la mécanique de la douleur. Le plus inquiétant était peut-être les récits du comportement cannibale. Plusieurs témoins ont témoigné de voir des marques de morsures sur les corps des victimes, en particulier sur les visages, les épaules et les seins. Certains ont affirmé que le délai mordait des morceaux de chair des victimes vivantes pendant les séances de torture. Qu'ils soient motivés par le plaisir sadique ou une contrainte psychologique plus profonde, ces actes ont franchi des frontières qui ont horrifié les enquêteurs même endurcis. La sélection des victimes a suivi des modèles clairs. Les jeunes paysannes âgées de 10 à 16 ont été préférées, en particulier celles qui n'ont pas de liens familiaux solides. Les orphelins, les filles de veuves pauvres et les filles de villages éloignés ont fait des cibles idéales. Ils ont été attirés par des promesses de position en tant que chambre de chambre ou couturière, des opportunités légitimes que les familles désespérées pouvaient à peine refuser. Une fois à l'intérieur du château, l'évasion est devenue presque impossible. L'emplacement d'allumage de la forteresse et les portes fortement gardées ont piégé les victimes aussi efficacement que n'importe quel donjon. Ceux qui ont tenté de fuir ont été traqués par les fidèles retenus de la comtesse et sont revenus pour une punition particulièrement sévère. Le château a fonctionné comme un système fermé où les règles normales de la société ont cessé de s'appliquer. La complicité du cercle intérieur de Béa révèle à quel point de tels abus étaient systémiques. Ses accomplis les plus proches comprenaient des centres de Dacia, connus sous le nom de Dorca, une femme plus âgée qui aurait instruit la comtesse dans les techniques de torture. Yano Uviver, appelé Fitzko, aurait été particulièrement qualifié pour concevoir de nouveaux outils de douleur. Ces personnes ont formé une petite cour de cruauté, chacune jouant des rôles spécifiques dans la torture et l'élimination des victimes. Les infâmes bains de sang qui ont donné le titre érostitueux d'Élisabeth restent l'aspect le plus controversé de sa légende. Selon certains contes, elle pensait que le bain dans le sang vierge préserverait sa jeunesse et sa beauté. Des témoins décrits en voyant la comtesse émerger de ces bains avec une expression presque euphorique. Cependant, de nombreux historiens se demandent si ces histoires ont ensuite été des embellissements ajoutés à un récit déjà horrible. Ce qui semble clair des preuves contemporaines, c'est que le sang a joué un rôle important dans les activités de Béa. Que ce soit à des fins cosmétiques ou un plaisir sadique, elle aurait fait en sorte que les serviteurs collectent du sang de victimes torturées dans des navires spéciaux. Certains témoignages décrivent des rituels où le sang a été appliqué sur sa peau ou consommé en petite quantité. Ces actes, qu'ils soient réels ou imaginaires, ont contribué à sa transformation de la figure historique en un monstre légendaire. L'escalade de la violence au fil du temps suggère une dépendance à la cruauté qui a nécessité une stimulation toujours plus grande. Au début de son veuvage, des coups et des tortures mineures suffisent apparemment. Au fil des années, les méthodes sont devenues plus élaborées, les séances plus longues et le nombre de victimes ont augmenté. Comme toute dépendance, le besoin d'expériences plus intenses a conduit à un comportement de plus en plus risqué. Cette progression a finalement conduit à la chute de Bat.
Au fur et à mesure que son nombre de victimes augmentait, le maintien du secret est devenu impossible. Les corps devaient être éliminés, les familles ont posé des questions, et même les fidèles serviteurs ont commencé à vaillir à l'échelle du meurtre. L'élaboration même qui a nourri sa compulsion a également créé des preuves qui finiraient par briser la barrière protectrice du noble privilège. La nature systématique de ces crimes témoigne d'un niveau d'organisation qui va au-delà du sadisme impulsif. Les victimes ont été achetées par des réseaux établis. Les séances de torture ont suivi des modèles prévisibles et les corps ont été éliminés en utilisant des méthodes testées. Ce n'était pas une violence aléatoire, mais une opération soigneusement gérée qui a fonctionné pendant des décennies. Comprendre ces méthodes n'a pas d'importance pour leur valeur sensationnelle, mais pour ce qu'ils révèlent sur l'intersection du pouvoir et de la pathologie. Les tortures attribuées à Bai n'étaient pas uniques dans leur cruauté. Des méthodes similaires ont été utilisées dans les procédures judiciaires dans toute l'Europe. Ce qui les rendait exceptionnels, c'est leur demande de gratification personnelle plutôt que des fins de l'État et l'utilisation de l'IR contre les innocents plutôt que les criminels condamnés. La preuve physique de ces crimes aurait été écrasante dans tout autre contexte. Les os découverts dans le terrain du château, les chambres tachées de sang et la torture mettent en œuvre tout indiqué par une mise à mort systématique. Pourtant, pendant 30 ans, ces preuves ont été ignorées ou expliquées. Les méthodes de meurtre étaient moins choquantes pour les autorités contemporaines que le défi qu'ils ont posé à la hiérarchie sociale. Ces récits détaillés de la torture sont plus que des curiosités historiques. Ils démontrent à quel point le pouvoir non contrôlé peut se manifester dans la cruauté en gagne, comment l'inégalité systémique crée des victimes parfaites et comment même les crimes les plus horribles peuvent être normalisés dans certains contextes sociaux. Les méthodes comptent parce qu'elles révèlent la nature méthodique du mal lorsqu'elles fonctionnent sans retenue. La première victime documentée dont le nom survit à l'histoire était une fillette de 12 ans nommée Ella Hartze. Selon le témoignage donné par l'adresse d'Elisabeth, Elona a été battue si sévèrement que son corps a dû être caché jusqu'à ce que les blessures soient suffisamment guéries pour rendre sa mort naturelle. Ce schéma de dissimulation se poursuivrait pendant des décennies. Chaque couverture réussit en hardant le décompte aux plus grands extrêmes. Les archives judiciaires de 602 mentionnent une plainte déposée par le révérend Janopononus concernant la mort d'une jeune femme en service de BA. La fille avait été enterrée à la hâte sans droits appropriés, suscitant la suspicion du prêtre. Lorsqu'il s'est demandé, on lui a dit qu'elle était décédée subitement de maladie. Sa plainte officielle auprès des autorités de l'Église a été rejetée après l'intervention de puissants alliés de Bai. Ce panneau d'alerte précoce a été ignoré. Définir un précédent pour l'indifférence officielle. Le témoignage de Susanna Vargé recueilli au cours de l'enquête 1610 fournit l'un des comptes de témoins les plus détaillés. Une couturière qui a travaillé dans le château pendant 3 ans. Susanna a décrit avoir vu des dizaines de filles torturées et tuées. Elle a rappelé une victime, une jeune de 14 ans nommée Anna Davulia, qui a enduré 2 semaines de torture d'escalade avant de finalement succomber. La décision de Susanna de rester silencieuse reflète si longtemps la position impossible des serviteurs qui ont été témoins de ces crimes. Le témoignage le plus obsédant est peut-être venu d'un survivant nommé Katarina Benica, l'une des rares victimes à échapper au château vivant. Elle portait des cicatrices permanentes de son épreuve. Katarina a décrit être détenue dans une cave avec 5 autres filles, regardant qu'elles ont été prises une par une pour des séances de torture à partir desquelles elles ne sont jamais revenues. Son évasion pendant une tempête hivernale était tout simplement miraculeuse, et son témoignage s'avérait crucial dans la construction de l'affaire contre Bai. Au fil des années sans conséquence, la comtesse aurait commencé à cibler les filles de gentry mineurs qui lui avaient été envoyées pour l'éducation de nobles manières. Cette expansion de la sélection des victimes a finalement contribué à sa chute. Comme les familles nobles avaient plus de ressources pour exiger des enquêtes, la propagation géographique des victimes raconte sa propre histoire. Les filles ont été recrutées dans un cercle toujours élargi autour du chactage de Castle, alors que les villages locaux ont appris à éloigner leurs filles. By 609, les procurés se rendaient dans des régions lointaines de la Hongrie pour trouver des victimes appropriées, offrant les familles des victimes ont fait face à un dilemme angoissant. Accusant un noble de meurtre était lui-même dangereux, entraînant potentiellement une punition pour la calomnie. Beaucoup ont choisi d'accepter les explications officielles des disparitions de leurs filles plutôt que de risquer des rétributions. Ceux qui ont parlé ont trouvé leurs préoccupations rejetées par les autorités qui ne voulaient pas contester le pouvoir de la famille Terré.
Un cas particulièrement tragique impliquait la famille Sabot, des nobles mineurs qui avaient envoyé leur fille aînette pour servir à Castel-Shakisha en tant que compagnon à la comtesse. Quand ils se sont soucieux de son silence et ont demandé à visiter, on leur a dit qu'elle s'était enfuie avec un soldat. Des mois plus tard, un serviteur les a secrètement informés que Uzay avait été torturé à mort pour avoir accidentellement brisé un miroir. Leurs tentatives de recherche de justice ont été bloquées à tous les niveaux du système judiciaire. La complicité des responsables locaux devient claire dans le témoignage de Benoît Deseaux, un notaire du château qui a maintenu des dossiers des dépenses des ménages. Il a admis avoir falsifié les certificats de décès, énumérant les causes de la peste ou des accidents plutôt que comme de la violence. Ces dossiers méticuleux saisis au cours de l'enquête ont montré que les paiements pour la chaux dissolvent des corps et des pots de vin aux responsables qui ont posé des questions gênantes. Le rôle des nobles d'accomplis de la comtesse s'étendait au-delà des murs du château. Plusieurs témoignages ont impliqué les membres de la noblesse mineure dans l'achat de victimes. Ces personnes identifieraient des filles appropriées dans des villages lointains, organiseraient leur transport vers le château et s'assuraient que les familles qui ont posé des questions étaient réduites au silence par des pots de vin ou des menaces. Ce réseau montre comment Noble Privilège a créé des systèmes d'exploitation qui se sont étendus dans toute la société. Le témoignage médical fourni au cours de l'enquête offre des aperçus sur les preuves physiques de ces crimes. Un chirurgien nommé Bénédicte Borba a examiné plusieurs corps excès et des blessures documentées conformes à une torture prolongée. Ces rapports détaillés décrivent les os cassés, les preuves de brûlures et les blessures qui n'auraient pu être infligées délibérément que sur de longues périodes. Cette approche scientifique pour documenter la violence a été inhabituelle pour l'époque et renforce la crédibilité des comptes de témoins. Les témoignages révèlent également la manipulation psychologique utilisée pour séduire aux victimes et accomplir un troll. De nouveaux domestiques ont été progressivement présentés à la violence, d'abord en tant que témoins, puis en tant que participants réticents. Ce processus de toilettage a créé une hiérarchie de complicité où chaque personne en savait suffisamment pour être chantée, mais pas assez pour comprendre pleinement l'ampleur des crimes. La peur et la coercition ont lié cette communauté de silence ensemble. L'une des preuves les plus accablantes était une lettre écrite par la comtesse elle-même, découverte cachée dans ses chambres. Dans ce document, elle a discuté des dispositions pour éliminer les serviteurs inutiles et mentionné des séances de torture spécifiques avec une désinvolture inquiétante. L'authenticité de cette lettre a été débattue par des historiens, mais sa découverte lors de l'enquête initiale a influencé l'opinion contemporaine sur sa culpabilité. Le nombre de victimes reste contesté. Au cours du procès de ses accomplis, un témoin a affirmé avoir vu une liste dans l'écriture de la comtesse documentant 650 victimes. D'autres ont témoigné pour être témoins personnellement de la mort de 50 à 80 filles. Même les estimations les plus conservatrices suggèrent des dizaines de meurtres. Alors que certains comptes placent le nombre dans les centaines, le nombre exact peut ne jamais être connu car de nombreuses victimes précoces ont probablement été éliminées, sans aucun dossier. Les témoignages brossent un tableau de l'audace croissante. Initialement, les victimes provenaient exclusivement de la classe des serviteurs, leur décès est facilement expliqué comme des accidents ou des maladies, point paiement généreux aux familles désespérées. Cette expansion des opérations a nécessité plus d'accomplis et a créé plus de possibilités d'exposition. Ces cas documentés ne représentent qu'une fraction de l'horreur qui s'est déroulée dans Castel-Shaktish. Pour chaque victime dont le nom survit dans les archives judiciaires, beaucoup d'autres ont disparu sans trace. Leurs histoires conservées dans le témoignage de témoins qui ont finalement trouvé le courage de parler servent de monument à des vies interrompues par la collision de la personnalité sadique et du pouvoir non contrôlé. L'enquête qui a finalement procédé à un examen minutieux au château Shakish n'a pas commencé de soucis des paysans assassinés, mais des motivations politiques et financières qui ont rendu Elisabeth Baye vulnérable. En 1610, elle devenait l'une des individus les plus riches de Hongrie, détenant des dettes massives de la couronne elle-même. Le roi Mathias II devait une fortune de son défunt mari pour financer des campagnes militaires contre les Turcs. Sa chute effacerait facilement ses dettes royales. La nomination de Gorgi Turzo en tant que palatin de Hongrie en 6009 a marqué un tournant. Le cousin de Bath a été en même temps que le cousin de Bath fait face à la pression de la cour de Habsbourg et des nobles hongrois préoccupés par son pouvoir croissant. Les rumeurs d'atrocités de Shaktisha ont fourni le prétexte parfait pour l'action contre quelqu'un qui était devenu trop puissant, trop riche et trop indépendant pour le confort. Le 29 décembre 1610,
Zso a mené un raid sur Kasselschak qui deviendrait légendaire de l'histoire hongroise. Son parti aurait découvert une scène d'horreur active. Une fille morte dans le hall principal, une autre victime mourant à proximité et plusieurs autres ont enfermé des cellules montrant des signes de torture. Alors que certains historiens se demandent si cette découverte dramatique a été mise en scène pour effet, le raid a fourni des preuves indéniables d'un meurtre systématique. Les conséquences immédiates du raid ont révélé l'interaction complexe du droit et du noble privilège. Malgré des preuves écrasantes, Zso n'a pas arrêté la comtesse. Au lieu de cela, il a négocié avec sa famille pour éviter un procès public qui déshonorerait l'une des dynasties les plus éminentes de la Hongrie. Cet arrangement, assignation à résidence plutôt que par des poursuites officielles, montre comment même en extrémité, le sang noble a fourni une protection indisponible aux criminels courants. Le procès qui a suivi ne s'est pas concentré sur Bai elle-même, mais sur ses 4 principaux accomplis, Dacia Zant, Elona Jao, János Ujvári et Katarina Benica. Ces roturiers pourraient être poursuivis sans contester la structure fondamentale du noble privilège. Leurs témoignages extraits sous la torture ont fourni des détails froids qui satisfaisaient la curiosité du public tout en protégeant le système qui a permis de tels crimes. La procédure judiciaire a révélé les principales préoccupations des autorités hongroises autrichiennes. Les questions portaient autant sur les droits de propriété et les obligations financières que sur le meurtre. Les enquêteurs ont soigneusement documenté les actifs des Bai-Estat, suggérant que les considérations financières ont joué un rôle important, poursuivant l'affaire. Les dettes massives dues par la couronne à la famille Bai ont disparu avec la liberté d'Élisabeth. Les phrases transmises aux accomplis de Bat reflétaient la brutalité judiciaire standard de l'époque. Les données Sang et Elona Jao, identifiés comme organisateurs primaires de sessions de torture, ont été condamnés à se faire déchirer les doigts avec des pinces chaudes avant d'être brûlés vifs. János Ujvári, en tant que jeune participant aurait contraint à la participation, a été décapité avant de brûler. Seule Katarina Benica, dont le témoignage s'est avéré crucial et qui a été jugée moins coupable, a été condamnée à une peine de prison. La comtesse elle-même est restée dans les limbes légaux. Techniquement jamais essayée ou condamnée, elle a été confinée à Kasselschak par un accord familial plutôt qu'à une peine judiciaire. Cette solution extrajudiciaire a préservé la dignité noble tout en la retirant efficacement du pouvoir. Ses enfants ont conservé leur héritage et leurs titres, évitant la destruction complète qui aurait suivi une condamnation officielle pour de tels crimes. Les ramifications politiques s'étendent au-delà des frontières de la Hongrie. Le tribunal des Habsbourg a utilisé le scandale pour affaiblir la noble autonomie hongroise, faisant valoir que de telles atrocités prouvaient la nécessité d'une autorité centrale plus forte. Les nobles protestants ont vu l'accusation comme faisant partie de l'assaut de la contre-réformation catholique contre leur pouvoir. Ces conflits plus larges ont transformé une affaire pénale en un champ de bataille politique où la justice pour les victimes est devenue secondaire à des luttes de pouvoir plus importantes. Les boursiers juridiques de la période ont débattu de la question de savoir si le privilège noble devrait s'étendre à de tels crimes extrêmes. Certains ont fait valoir que les actions de Béat ne se sont pas rendues compte de toute interprétation raisonnable des droits féodaux. D'autres ont soutenu que essayer un noble pour les crimes contre les serviteurs saperait l'ensemble de l'ordre social. Ces débats conservés dans la correspondance contemporaine montrent comment l'affaire a contesté les hypothèses fondamentales sur le droit et la hiérarchie. La nature limitée de l'enquête soulève des questions troublantes. Les autorités ont montré peu d'intérêt à identifier toutes les victimes ou à rendre justice à leurs familles. L'accent est resté sur les crimes spectaculaires plutôt que sur une enquête systématique. De nombreux témoins potentiels n'ont jamais été interrogés et de grandes quantités de preuves ont probablement été détruites par les membres de la famille protégeant la réputation de Bai. La réaction internationale au cas variait considérablement. En Europe occidentale, des brochures décrivant les crimes de Béat se sont largement vendues, nourrissant la fascination publique pour la brutalité hongroise exotique. L'Empire ottoman, engagé dans un conflit constant avec la Hongrie, a utilisé le scandale comme propagande, démontrant la corruption morale chrétienne. Ces perspectives externes ont façonné la façon dont l'affaire était rappelée et mythologisée. La conséquence immédiate pour les communautés environnantes de Kasselschak a été mitigée. Alors que le règne de la terreur a pris fin, les perturbations économiques ont suivi. Le château avait été un employeur majeur et un marché pour les biens locaux. Sa fermeture a lancé beaucoup dans la pauvreté, créant de nouvelles vulnérabilités pour les mêmes populations qui avaient fourni des victimes.
Ses conséquences économiques montrent à quel point une telle exploitation était profondément ancrée dans le tissu social. La réponse de la famille Bâti au scandale révèle que la solidarité noble transcendant les crimes individuels. Plutôt que de renier Élisabeth, ses proches ont travaillé pour minimiser les dommages au nom de la famille. Ils ont détruit des documents, intimidé des témoins et fabriqué des récits alternatifs qui la dépeignaient comme malade mentale plutôt que mal. Cet effort collectif pour préserver la réputation de la poursuite de la justice témoigne des priorités de la société aristocratique. L'héritage de l'enquête s'étend au-delà de ses résultats immédiats. Il a établi des précédents pour poursuivre des crimes nobles, aussi limités. Les témoignages détaillés recueillis au cours de la procédure fournissent une documentation historique inestimable de la vie en Hongrie féodale. Plus important encore, cela a démontré que même les individus les plus puissants pouvaient faire face à une forme de conséquence lorsque leurs crimes sont devenus trop flagrants à ignorer. 4 siècles plus tard, les questions juridiques soulevées par l'affaire Baille restent pertinentes. Comment la société équilibre-t-elle les droits individuels avec le pouvoir collectif? Quand le privilège devient-il de l'impunité? Ces questions fondamentales de justice et d'autorité continuent de résonner dans les systèmes juridiques modernes, ce qui rend cette étude de cas historique plus qu'un simple sensationnalisme. Les conséquences immédiates de l'isolement d'Élisabeth Bâ ont vu les efforts pour contenir les dommages du scandale au noble prestige. Sa famille a travaillé systématiquement pour détruire des preuves, silence des témoins et artisanat des récits alternatifs qui la dépeignaient comme une victime de persécutions politiques ou de maladies mentales. Ces efforts ont partiellement réussi, créant des ambiguïtés historiques qui persistent aujourd'hui. Castle Shakti lui-même est devenu un monument à l'horreur. Les paysans locaux ont refusé d'approcher ses murs, croyant qu'il maudit par les âmes des victimes torturées. La famille Baille l'a abandonné comme une résidence, la laissant se décomposer. Dans un genre Sion, c'était devenu une ruine. Ces pierres pilées par des habitants qui chuchotaient les prières tout en démantelant la vue de tant de souffrances. L'impact sur la société hongroise noble était profonde, quoique subtil. Bien qu'aucune loi officielle n'ait changé, le scandale de Baille a créé des limitations tacites sur le comportement noble. L'affaire a démontré que même le plus haut né pourrait faire face à des conséquences si leurs crimes devenaient trop publics et politiquement gênants. Cette reconnaissance a conduit à des exercices de pouvoir plus discrets, pas nécessairement plus humains. La fracture catholique-protestante en Hongrie a trouvé un nouveau carburant dans le scandale. Les propagandistes catholiques ont dépeint les crimes de Béat comme le résultat naturel de l'hérésie protestante, tandis que les protestants ont fait valoir que les autorités catholiques lui avaient permis par la corruption et l'indifférence. Ces interprétations religieuses de l'affaire ont influencé la politique hongroise pendant des décennies, contribuant aux tensions sectaires en cours. Les réformes juridiques dans les décennies qui ont suivi le scandale ont montré une influence indirecte de l'affaire. Les nouveaux règlements ont nécessité une meilleure documentation des décès des domestiques et une supervision limitée établie des nobles lestat. Bien que ces mesures ne soient pas loin de protéger les populations vulnérables, elles représentaient une reconnaissance que le pouvoir complètement incontrôlé pourrait menacer la stabilité sociale. Les conséquences économiques ont percé dans la région pendant des générations. Les Bátriestat, une fois parmi les plus prospères de la Hongrie, se sont fragmentés par des différends juridiques et une mauvaise gestion. Les villages qui avaient fourni des serviteurs au château étaient confrontés à une stigmatisation durable. L'économie régionale perturbée par le scandale et l'abandon ultérieur du château ont mis des décennies à récupérer. Les réponses littéraires et culturelles ont commencé presque immédiatement. Des brochures décrivant les crimes de Béat ont circulé dans toute l'Europe, chaque récit ajoutant de nouveaux embellissements. Au XVIIIe siècle, elle était devenue un personnage de stock dans la littérature gothique, sa réalité historique obscurcie par les couches de fiction. Cette transformation de la personne en archétype montre comment le traumatisme devient la mythologie au fil du temps. L'interprétation féministe de l'histoire de Béat a émergé des siècles plus tard, se demandant si ses crimes ont été exagérés en raison de son sexe et de son pouvoir. Certains érudits soutiennent que les nobles masculins qui ont commis des atrocités similaires ont été moins exposés ou des punitions. Tout en n'accusant pas ces crimes, cette perspective souligne comment le genre a influencé à la fois les événements originaux et leur interprétation historique. La légende des vampires qui finit par attacher à Baille représente la transformation la plus dramatique de son héritage. Les histoires de bains de sang, probablement des embellissements fictifs, ont évolué en histoires de vampirisme littéral.
Au XIXe siècle, elle était devenue la comtesse sanguine, inspirant d'innombrables histoires d'horreur qui ressemblaient peu à la réalité historique. L'identité nationale hongroise moderne est mal à l'aise avec l'héritage Bai. Elle reste simultanément une source de fascination sombre et d'embarras national. Les sites touristiques liés à son histoire génèrent des revenus tout en soulevant des questions éthiques sur la commercialisation de la tragédie. Cette tension reflète des défis plus larges dans la façon dont les sociétés se souviennent et profitent des horreurs historiques. L'impact psychologique sur les communautés descendants persiste de manière subtile. Les familles dont les ancêtres servaient à Kasselschaktik portent souvent des traumatismes générationnels exprimés par des contes de folklore et de conservation. Ces traditions orales préservent des souvenirs que les histoires officielles ont négligés, en maintenant les perspectives des victimes aux côtés du récit noble plus documenté. L'intérêt scientifique dans le cas a produit diverses théories psychologiques sur les motivations de Béa. Les analystes modernes ont proposé un diagnostic allant du trouble de la personnalité sadique à la psychopathie façonnée par un traumatisme infantile. Bien qu'une telle analyse rétrospective ait des limites, elle démontre des efforts continus pour comprendre comment la cruauté extrême se développe et fonctionne. La priorité juridique établie par l'affaire a influencé la juriste hongroise subséquente de manière complexe. Bien que cela n'ait pas mis fin à un noble privilège, il a créé la reconnaissance qu'un tel privilège avait des limites. Les cas ultérieurs impliquant des crimes nobles font souvent référence à l'affaire Bátry comme marqueur limite pour un comportement aristocratique acceptable. Les efforts de préservation de Kasselschaktik reflètent des attitudes changeantes envers les sites du patrimoine sombre. Les travaux de restauration moderne équilibrent la préservation historique avec le respect des victimes. Les documents interprétatifs tentent d'honorer les assassinés tout en expliquant le contexte historique qui a permis de tels crimes. Cet équilibre délicat démontre des approches évolutives de l'histoire traumatisante. L'influence du cas de Bátry sur les récits de véritables crimes modernes est substantielle. Son histoire a établi des modèles sur la façon dont la société discute des tueurs en série féminine, de l'intersection du privilège et du crime, et le défi de séparer le fait de la légende dans les cas historiques. Ces modèles narratifs continuent de façonner comment les crimes contemporains sont compris et discutés. Contemporain car l'élévation émerge dans les discussions sur le pouvoir, le privilège et la justice. Les mécanismes qui ont protégé Bai, la richesse, la position sociale, la complicité institutionnelle restent opérationnels sous différentes formes aujourd'hui. Son cas sert de miroir historique pour examiner comment les sociétés modernes permettent ou empêchent l'exploitation par les puissants. Les approches éducatives de l'histoire de Bai varient considérablement entre les cultures et les contextes. Certains se concentrent sur les aspects sensationnels utilisant l'horreur pour susciter l'intérêt des étudiants. D'autres mettent l'accent sur l'analyse systémique, en examinant comment les structures sociales permettent la cruauté individuelle. Ces différents choix pédagogiques reflètent des débats en cours sur la façon d'enseigner l'histoire traumatisante. La question du mémorial et de la mémoire reste controversée. Contrairement aux victimes de violences parrainées par l'État, les victimes de BA n'ont pas de mémorial officiel. Les efforts pour établir la reconnaissance de ces filles assassinées sont confrontés à des obstacles de ceux qui préfèrent oublier ou mythologiser plutôt que commémorer. Cette absence parle à la vie dont la société juge digne d'un souvenir formel. La transformation d'Elisabeth Bai de la figure historique à l'icône culturelle montre comment les sociétés traitent le traumatisme par la narration. Chaque génération a repensé son histoire pour refléter les angoisses contemporaines au sujet du pouvoir, du genre et de la violence. Cette évolution en cours garantit que son héritage reste dynamique, continuellement réinterprété plutôt que fixé dans l'ambre historique. L'histoire de la comtesse Bai est l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire. Un témoignage de ce qui se passe lorsque la personnalité sadique rencontre le pouvoir incontrôlé. Son histoire nous oblige à affronter des vérités inconfortables sur la nature humaine et les systèmes que nous créons pour organiser la société. 4 siècles plus tard, les questions soulevées par ces crimes restent pertinentes avec inquiétude. Qu'est-ce qui a permis à une femme de torturer et d'assassiner pendant 30 ans sans intervention? La réponse ne réside pas dans le mal individuel seul, mais dans les échecs systématiques d'une société qui appréciait le noble privilège sur la vie humaine. Chaque institution qui aurait dû protéger la vulnérable a plutôt protégé son prédateur. Le droit, la religion et la coutume sociale, tous penchés pour accueillir le pouvoir plutôt que de rendre justice. Les victimes de Kasselschaktik, principalement de jeunes paysannes dont les noms ont à peine préservé,
ont payé le prix ultime des inégalités de leur société. Ils sont morts non seulement d'une cruauté individuelle, mais d'un système qui considérait leur vie consommable. Leur souffrance constitue un acte d'accusation de toute société qui crée des catégories de personnes dont l'humanité compte moins que les autres privilèges. Pourtant, l'enquête éventuelle, aussi imparfaite et politiquement motivée, démontre que même le pouvoir le plus enraciné a des limites. Lorsque les crimes de BA sont devenus trop flagrants, trop publics et trop utiles à ignorer, le système qui l'a protégé a finalement agi. Cette justice retardée offre à la fois l'espoir et l'avertissement. J'espère qu'aucun pouvoir n'est vraiment absolu. Avertissement de la quantité de souffrance se produit avant que les limites ne soient appliquées. La mythologisation d'Elizabeth By révèle comment les sociétés traitent le traumatisme collectif. En la transformant en vampire, un monstre, une figure du mal surnaturel, nous nous éloignons des systèmes humains qui l'ont créé. Il est réconfortant de croire qu'une telle horreur nécessite un mal inhumain plutôt que de reconnaître comment les structures sociales ordinaires peuvent permettre une cruauté extraordinaire. Les parallèles modernes émergent inconfortablement souvent. Lorsque nous voyons des individus puissants échapper aux conséquences de l'exploitation, lorsque les institutions protègent les prédateurs plutôt que les victimes, lorsque la richesse et le statut créent l'immunité de la justice, nous assistons à la même dynamique qui opérait à Castle Shakish. Les formes spécifiques changent, mais les modèles fondamentaux persistent. La question de la culpabilité d'Elizabeth By reste historiquement complexe. Bien que les preuves suggèrent fortement un meurtre systématique, il a été rassemblé par la torture et a servi des fins politiques. Nous devons reconnaître cette ambiguïté sans perdre de vue la souffrance documentée. Qu'elle ait tué 50 ou 650, qu'elle se baigne dans du sang ou qu'elle soit simplement torturée pour le plaisir, l'horreur centrale reste inchangée. Son histoire transcende finalement l'individu pour éclairer les échecs systémiques. Une société qui accorde un pouvoir non contrôlé à tout groupe crée des opportunités de tels abus. La manifestation spécifique peut varier, que ce soit des seigneurs féodaux sur les serfs ou les systèmes d'exploitation modernes. Mais le danger fondamental reste constant. Le pouvoir sans responsabilité corruption et le pouvoir absolu permettent une corruption absolue. Les serviteurs qui ont finalement témoigné contre By ont fait preuve d'un courage extraordinaire. Parler la vérité au pouvoir à toute époque risque des représailles, mais en Hongrie féodale, cela pourrait signifier la mort. Leur volonté de rompre le silence, même lorsque les autorités ont montré plus d'intérêt pour la politique que sur la justice, mérite la reconnaissance. Ils nous rappellent que l'exposition d'abus nécessite une bravoure individuelle lorsque les systèmes échouent. La distance historique ne devrait pas diminuer notre horreur lors de ces événements. Le jeune GIRLS torturé à Castle Shakish a connu une vraie agonie, a ressenti une vraie terreur, est morte de véritables morts. Ils n'étaient pas des accessoires dans une histoire gothique, mais des êtres humains dont la vie a été interrompue par la cruauté inébile, par l'indifférence. En se souvenant d'eux comme des personnes plutôt que des statistiques honorent leur mémoire. Les conséquences légales de l'affaire offrent ses propres leçons. En punissant uniquement le roturier accompli tout en protégeant le noble privilège, les autorités ont démontré que la justice a servi le pouvoir plutôt que la vérité. Cette poursuite sélective a protégé le système tout en semblant aborder ses échecs. Une telle justice performative qui maintient les inégalités sous-jacentes reste un défi contemporain. Le tourisme moderne des sites liés à BAT soulève des questions éthiques sur la commercialisation de la tragédie. Lorsque l'horreur historique devient un divertissement, nous risquons de perdre de vue la souffrance réelle. Pourtant, ces sites servent également des objectifs éducatifs, aidant les visiteurs à comprendre comment de tels événements se sont produits. Équilibrer la commémoration et l'exploitation nécessite une vigilance constante et un respect pour les victimes. L'analyse féministe du cas de BA fournit une perspective importante sans excuser des crimes. Un noble masculin qui a commis des atrocités similaires serait-il confronté au même niveau d'infamie historique? Comment le sexe a-t-il influencé à la fois ces crimes présumés et leurs poursuites? Ces questions compliquent les récits simplistes tout en maintenant l'accent mis sur les dommages documentés. La persistance de By dans la culture populaire, des films d'horreur aux chansons de heavy metal, démontre notre fascination continue pour le mal extrême. Cette présence culturelle maintient son histoire en vie, mais obscurcit souvent la réalité historique avec le sensationnalisme. Chaque génération doit décider comment équilibrer le récit engageant avec la vérité respectueuse. Pour les historiens,
L'affaire Bay illustre les défis de la reconstruction de la vérité à partir de sources biaisées. Les dossiers judiciaires reflètent les agendas politiques. Les témoignages de témoins ont été extraits par la torture et des comptes ultérieurs ont ajouté des éléments fictifs. Pourtant, par une analyse minutieuse, les modèles émergent qui suggèrent une vérité substantielle sous les embellissements. La pertinence pour les discussions contemporaines de privilèges et de justice reste frappante. Lorsque nous débattrons de la responsabilité des puissants, lorsque nous examinons comment les institutions permettent la maltraitance, lorsque nous demandons pourquoi les victimes ne sont pas crues, nous nous engageons avec des questions centrales dans l'affaire Bay. L'histoire ici ne sert pas de curiosité lointaine, mais comme miroir pour les luttes en cours. La leçon la plus inquiétante de Cas el Chaktish est peut-être la façon dont les gens ordinaires deviennent complices d'un mal extraordinaire. Les domestiques qui ont initialement reculé à la violence sont progressivement devenus des participants. Les responsables qui auraient dû enquêter à la place ont accepté des pots de vin. Les communautés qui savaient que quelque chose n'allait pas rester silencieuses. Cette normalisation progressive de l'horreur met en garde contre supposer que nous agirions différemment. La question ultime posée par l'histoire d'Elizabeth n'est pas de savoir si un individu était mauvais. L'histoire fournit de nombreuses preuves de cruauté humaine. La question cruciale est de savoir comment les sociétés créent ou empêchent des conditions qui permettent à un tel mal de prospérer. Chaque système qui concentre le pouvoir sans responsabilité, qui crée des classes jetables de personnes, qui va l'ordre sur la justice, contient les graines de son propre château Chak. Alors que nous fermons ce sombre chapitre de l'histoire, nous nous retrouvons avec un écho qui résonne à travers des siècles. Les cris de Cas el Chaktish n'étaient pas seulement les cris des filles torturées, mais les avertissements de ce qui se passe lorsque le pouvoir fonctionne sans conscience. Lorsque le droit sert des privilèges plutôt que de la justice, lorsque les êtres humains deviennent des produits de base pour ceux qui se considèrent au-dessus du jugement. Ces cris résonnent encore aujourd'hui, demandant si nous avons appris leur leçon ou simplement trouvé de nouvelles façons de faire taire.